Bonjour et bienvenue dans cette séance de tutorat. Je m'appelle Winten Islam et aujourd'hui je serai votre tuteur dans cette séance de physiologie. Aujourd'hui, nous allons continuer le deuxième cours du chapitre de la physiologie musculaire qui s'intitule L'aspect mécano-énergétique du muscle strié squelettique. Voici le plan du cours. On va commencer au début par l'introduction, puis on va voir les caractéristiques fonctionnelles du muscle, ensuite les fonctions du muscle strié squelettique, puis nous allons aborder le métabolisme du muscle strié squelettique, et ensuite les types de fibres musculaires squelettiques que l'on va rencontrer, puis nous allons voir la contraction de la fibre musculaire, et ensuite les propriétés mécaniques, et enfin l'adaptation du muscle à l'exercice. Entamons l'introduction. Alors, il faut savoir que le muscle est considéré comme un véritable site de transformation d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va utiliser une énergie chimique qui est ici représentée par les molécules d'ATP pour pouvoir produire une énergie mécanique qui va être la contraction. Et ceci grâce à son métabolisme. Il y aura aussi une énergie qui va être perdue ou bien une énergie dissipée sous forme de chaleur. Mais elle ne va pas être complètement perdue puisque le corps va l'utiliser dans la thermogénèse, la production de chaleur. Il faut aussi savoir que les muscles des organes internes, grâce au mouvement péristaltique des muscles qui se trouvent dans leurs parois, vont faire circuler les liquides dans les canaux de l'organisme, comme par exemple les intestins vont faire circuler les matières fécales jusqu'à la fin du tube digestif. Il faut aussi savoir que les muscles striés squelettiques, qui sont de véritables moteurs de l'organisme, sont sous contrôle étroit du système nerveux. Ce qui veut dire que pour que les muscles striés squelettiques soient fonctionnels, il faut impérativement que le système nerveux soit fonctionnel. Les contractions des muscles striés squelettiques peuvent être très rapides et puissantes, ou bien au contraire lentes et faibles. Ceci va être selon le type de la fibre qu'on a. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans un prochain titre. Passons maintenant aux caractéristiques fonctionnelles des muscles. Pour pouvoir expliquer ces notions, on va prendre comme exemple la contraction du muscle biceps. On sait tous que pour se contracter, un muscle a besoin d'être stimulé par des fibres nerveuses. C'est représenté ici par la caractéristique d'excitabilité. C'est la capacité de percevoir un stimulus, qui est l'influx nerveux, qui va être adéquat et d'y répondre. Comment il va répondre à ce stimulus? C'est en se contractant. C'est la caractéristique de contractilité qui permet au muscle de se raccourcir en présence du stimulus approprié. Ensuite, si on arrête la contraction et qu'on va plutôt faire une extension du muscle, le muscle va pouvoir s'étirer, il ne va pas bloquer. Il va pouvoir s'étirer au-delà de la longueur de repos. C'est représenté par la caractéristique d'extensibilité. Et enfin, à l'arrêt de cette extension, le muscle va pouvoir revenir à la longueur initiale. C'est représenté par la caractéristique d'élasticité. On dit que le muscle s'excite, il se contracte, étant extensible, puis se relâche car il est élastique. Dans cette troisième partie, nous allons évoquer les fonctions du muscle strié squelettique. Elles sont au nombre de 4. La plus importante d'entre eux, et la principale, c'est la production de mouvements. Les muscles vont permettre à notre corps de produire des mouvements pour marcher, écrire, danser et faire toutes sortes de gestes. Ensuite, on a le maintien de la posture. En effet, pour pouvoir rester dans une position debout ou bien assise par exemple, il doit y avoir plusieurs muscles de notre corps qui doivent se contracter pour maintenir cette posture. Ensuite, certains muscles de notre corps vont aider des ligaments pour stabiliser certaines articulations, comme par exemple le muscle deltoïde, qui est l'essentiel muscle qui recouvre l'articulation scapulo-humérale et qui va la stabiliser. Enfin, la régulation de la température corporelle.
Comme on a vu tout à l'heure, on avait dit que le muscle va transformer une énergie chimique en énergie mécanique et qu'il y aura une énergie dissipée ou perdue sous forme de chaleur. Cette chaleur, on avait dit qu'elle allait être utilisée par le corps et non perdue pour pouvoir produire de la chaleur dans, par exemple, des moments où on a froid. Quand il fait froid, on a souvent des frissons. Ces frissons, c'est des contractions rapides des muscles pour pouvoir produire de la chaleur et ainsi réchauffer le corps. Dans cette quatrième partie, on va voir le métabolisme des muscles striés squelettiques. Alors il faut savoir que les stocks d'ATP immédiatement disponibles, c'est-à-dire au début de la contraction, vont permettre aux muscles une contraction de très courte durée, entre 4 à 6 secondes généralement. Cela étant, le muscle va emprunter trois différentes voies pour pouvoir régénérer cette énergie ATP dont il a besoin pour se contracter à nouveau. Ces trois voies sont la phosphorylation directe, la voie anaérobie ou bien la glycolyse, et enfin la voie aérobie qui est représentée par la respiration cellulaire. Alors la première voie, c'est la phosphorylation directe. On sait que quand le muscle va utiliser ses stocks d'ATP, l'hydrolyse de ces stocks d'ATP va entraîner la formation d'un stock d'ADP. Cet ADP, pour pouvoir régénérer de l'ATP, va devoir être phosphorylé grâce à des molécules de phosphore. Ici, dans la phosphorylation directe, le corps va utiliser ce qu'on appelle la créatine phosphate. Grâce à une certaine enzyme qui est la créatine phosphokinase, va pouvoir phosphoryler ces molécules d'ADP pour former à nouveau de l'ATP. Et en résultat, on aura de la créatine qui est non phosphorylée. Cette voie utilise une molécule de créatine phosphate pour produire une molécule d'ATP, sans consommation d'oxygène, qui va permettre une contraction d'une quinzaine de secondes. La deuxième voie, c'est la voie anaérobie de la glycolyse. En effet, on avait vu en biochimie que toutes les cellules, y compris les cellules musculaires, vont utiliser le glucose pour pouvoir produire de l'énergie nécessaire à leur fonction. Et ceci en deux étapes différentes. La première de ces étapes, c'est la voie de la glycolyse. Il va y avoir utilisation d'une molécule de glucose pour pouvoir produire deux molécules d'ATP, soit deux fois plus que lors de la voie de la phosphorylation directe. Et ceci sans consommation d'oxygène, ce qui va permettre une contraction deux fois plus importante, donc de 30 à 60 secondes. La troisième et dernière voie, qui est aussi la plus importante, c'est la voie aérobie de la respiration cellulaire. La cellule va utiliser plusieurs précurseurs différents pour pouvoir produire de l'énergie. Ça peut être du glucose, des acides gras libres, des acides aminés ou du pyruvate. On va prendre comme exemple le glucose. Lors de cette voie, la cellule musculaire va utiliser une molécule de glucose pour pouvoir produire 36 molécules d'ATP, soit 36 fois plus d'énergie que lors de la phosphorylation directe, et ceci avec une consommation d'oxygène, contrairement aux deux autres voies, ce qui va permettre une contraction beaucoup plus longue durant plusieurs heures. Sur ce graphe, on observe la régénération de l'ATP dans le temps. On peut observer que les dépenses énergétiques totales sont complètement compensées par les trois voies de la régénération de l'ATP qui vont se succéder l'une après l'autre pour pouvoir compenser cette dépense d'énergie. Ce qui va permettre à la cellule d'assurer ses fonctions sans pour autant se fatiguer ou se retrouver à court d'énergie. Il faut savoir qu'après l'effort, il va y avoir une surconsommation d'oxygène pour pouvoir reconstituer les réserves en deux étapes. La première étape va représenter la reconstitution du phosphagène, qui est représenté par la créatine phosphate et l'ATP, et des réserves d'oxygène. Ensuite, la deuxième étape va représenter l'élimination de l'acide lactique, qui peut être potentiellement dangereux pour le corps s'il s'accumule trop. Il faut aussi savoir que la reconstitution du glycogène, qui représente la forme préférentielle du muscle d'énergie stockée, va se faire avec des délais beaucoup plus longs. C'est ce qu'on avait vu en biochimie.
Il faut aussi savoir que seulement 20 à 25% de l'énergie libérée lors de la contraction va être du travail utile, qui est utilisé lors de la contraction. Et 80 à 75% de cette énergie libérée va être dissipée ou perdue sous forme de chaleur. Mais on avait dit tout à l'heure, dans le début du cours, que cette énergie n'était pas vraiment perdue, puisque le corps va l'utiliser dans le réchauffement de l'organisme. Il y a plusieurs types de chaleur développée. D'abord, la chaleur d'activation et de maintien, qui va être libérée lors de l'activation du muscle et du maintien de cette activation. Ensuite, il va y avoir la chaleur de raccourcissement, qui est liée au travail mécanique, ou bien lors de la contraction. Et enfin, la chaleur de la relaxation, thermoélastique, qui va représenter la chaleur libérée lors de l'arrêt de la contraction du muscle. Dans cette partie du cours, on va voir les différents types de fibres musculaires squelettiques. On classe les fibres musculaires squelettiques selon deux critères. La vitesse de raccourcissement, qui peut être soit rapide, soit lente, est la principale voie génératrice d'ATP, soit aérobiose, soit anaérobiose. On doit d'abord définir ce qu'est la myoglobine. La myoglobine, c'est l'équivalent de l'hémoglobine au niveau de la cellule musculaire. Sauf que la myoglobine ne va pas servir à transporter de l'oxygène, mais plutôt à le stocker. Ce qui veut dire qu'elle va être beaucoup plus importante dans les fibres qui vont utiliser la voie aérobiose. Donc ici, les fibres oxydatives. Alors, on a trois types de fibres musculaires. Le premier type, c'est les fibres oxydatives à contraction lente. Puisque c'est des fibres oxydatives, elles vont avoir une abondance de myoglobine et donc vont avoir une couleur rouge. Elles vont aussi avoir de faibles réserves de glycogène, puisque c'est des fibres à contraction lente, donc elles n'auront pas besoin d'une grande quantité de glycogène en stock. Et enfin, elles vont avoir une grande résistance à la fatigue. C'est des fibres à contraction lente, elles ne vont pas consommer beaucoup d'énergie, ce qui veut dire qu'elles vont avoir beaucoup plus de résistance à la fatigue. Ensuite, les fibres oxydatives à contraction rapide. Ces fibres ont une couleur rouge aussi, liée à une abondance de myoglobine, puisque c'est des fibres oxydatives. Elles vont avoir par contre des réserves importantes de glycogène, puisque c'est des fibres à contraction rapide. Elles vont avoir besoin d'une grande quantité d'énergie en stock sur le coup pour pouvoir faire des contractions rapides. En contrepartie, elles vont avoir une résistance modérée à la fatigue, puisqu'elles vont consommer beaucoup d'énergie. Le dernier type de fibres, c'est les fibres glycolytiques à contraction rapide. Les fibres glycolytiques utilisent la voie génératrice d'ATP en anaérobiose, ce qui veut dire qu'elles n'utilisent pas l'oxygène. Ces fibres vont avoir une couleur blanche liée au contenu faible en myoglobine. Elles vont avoir des réserves importantes de glycogène, puisque c'est des fibres à contraction rapide, et elles vont être fatigables. On voit sur ce schéma la courbe de la force de contraction en fonction du temps selon le fibre musculaire squelettique. Il démontre aussi la résistance à la fatigue. On voit que les fibres 2B, qui sont les fibres glycolytiques à contraction rapide, vont avoir une force de contraction plus conséquente au début, mais vont être plus rapidement fatigables. Ensuite, les fibres 2A, qui sont des fibres à contraction rapide et oxydative, vont avoir une force de contraction qui est générée beaucoup plus lentement, mais vont être un peu plus résistantes à la fatigue. Par contre, les dernières fibres, qui sont les fibres 1, les fibres oxydatives à oxydation lente, vont avoir une force de contraction plus faible, mais qui va durer dans le temps et vont avoir une très grande résistance à la fatigue. Dans cette sixième partie, on va aborder la contraction de la fibre musculaire. La fibre musculaire squelettique est l'unité de base du muscle squelettique et donc sa contraction va suivre les mêmes principes. Il faut savoir que le muscle en contraction va générer une tension pour l'objet, tandis que l'objet va représenter une charge pour le muscle en contraction. Pour mieux expliquer ça, on va regarder cette photo. Le poids, ici représenté par l'haltère, à cause de la gravité,
va générer une force vers le bas qui est appelée la charge. Tandis que le muscle contracté de la personne va générer une force en opposition à la charge qui va aller vers le haut et qui est appelée tension. Pour que la personne puisse soulever ce poids et le déplacer, il faut que la tension soit supérieure à la charge. Voyons ensemble le premier type de contraction de la fibre musculaire. C'est la contraction isométrique. Ici, on a deux cas de figure. Le premier cas, c'est lorsque la charge est supérieure à la tension exercée par le muscle. Par exemple, si on essaye de soulever une charge trop lourde, vous allez contracter au maximum vos muscles, mais malgré tout, vous n'arriverez pas à bouger la charge, parce qu'elle est trop lourde. Puisqu'on ne peut pas bouger la charge, il n'y aura pas de mouvement articulaire, donc il n'y aura pas de raccourcissement du muscle ou de sa longueur, et donc le muscle va rester à une longueur fixe, mais il va être contracté. Le deuxième cas de figure, il s'agit donc de contraction du muscle pour résister à une contrainte sans qu'il n'y ait de mouvement articulaire. Comme par exemple sur cette photo, on a une petite charge qui n'est pas supérieure à la tension. On va essayer de la garder dans cette position, sans la soulever et sans la faire tomber. Ici, les fibres du muscle vont exercer une tension sans qu'il n'y ait de changement de longueur. Il va garder la même longueur puisqu'il n'y a pas de mouvement articulaire. Les os sont dans une position fixe. Le muscle ne se raccourcit pas, il garde la même longueur mais développe une tension pour maintenir une charge en position constante ou lorsque la charge dépasse la tension. Lors de la contraction isométrique, il y a un maximum de force volontaire. Le deuxième type de contraction, c'est la contraction isotonique. Le muscle va se raccourcir ou s'allonger pour une charge qui va rester constante. Bien sûr, cette charge va être inférieure à la tension générée par le muscle pour qu'elle puisse être déplacée. La contraction isotonique se fait en deux étapes. La première étape, c'est la contraction concentrique. La contraction concentrique provoque un gonflement lié au rapprochement des unités contractiles du muscle et donc un raccourcissement. Par exemple, si on prend un verre posé sur une table pour boire son contenu, on va amener le verre vers la bouche en réalisant une contraction concentrique du biceps. Alors il ne faut pas se tromper, une contraction concentrique ne veut pas dire lever un objet vers le ciel. Non, ça veut plutôt dire que les fibres musculaires squelettiques vont converger leur force vers le milieu du muscle. Rappelez-vous, contraction concentrique, converger vers le milieu. La deuxième étape de la contraction isotonique est la contraction excentrique. En effet, il s'agit du contraire que la contraction concentrique. La contraction excentrique est associée à un étirement ou un allongement du muscle. Comme on le voit sur le schéma, il va y avoir un étirement du muscle et donc une augmentation de la longueur de ce dernier. Par exemple, si on veut reposer un verre sur la table après avoir bu son contenu, on va amener le verre de la bouche vers la table en réalisant une contraction excentrique du biceps. Si cette contraction excentrique n'existait pas et qu'on voulait reposer notre verre, le muscle se relâcherait d'un seul coup et donc le verre va tomber brusquement. Alors il faut se rappeler, la contraction excentrique, les fibres musculaires vont générer une tension qui va partir vers l'extérieur. Excentrique, extérieur. Dans cette septième partie, on va aborder les propriétés mécaniques du muscle strié squelettique. Dans le premier point, on va parler de la secousse musculaire. C'est la réponse mécanique d'une fibre musculaire à stimulation unique et supraliminaire. Ça veut dire que la stimulation doit atteindre le seuil d'excitation qui permet d'exciter la fibre musculaire. Elle se déroule en trois phases. La première phase, c'est la phase de latence. Elle représente les premières millisecondes après la stimulation qui correspondent au couplage d'excitation-contraction qu'on a vu dans le premier cours. Dans cette phase, des ponts d'union sont formés mais il n'y a pas de tension. La deuxième phase, c'est la phase de contraction.
Elle représente la période entre le début de la force et son maximum. Lors de cette phase, les têtes de myosine sont actives. La troisième et dernière phase, c'est la décontraction. La tension va diminuer progressivement jusqu'à disparaître. Lors de cette phase, il y a le retour du calcium au réticulum sarcoplasmique. Le tracé de la secousse musculaire montre que la durée de la décontraction est 4 fois plus longue que celle de la contraction. Il faut aussi noter qu'il y a des variations dans le tracé de la secousse musculaire selon certaines conditions. Lors de la fatigue, il va y avoir un allongement de la décontraction. La décontraction va être plus lente et va durer plus longtemps. Quand il fait froid, la durée de la contraction et de la décontraction va être augmentée. En effet, quand il fait froid, le muscle n'est pas assez chauffé pour pouvoir faire des contractions et des contractions rapides. On note que le muscle rapide va avoir une secousse musculaire entre 7 à 10 millisecondes. Tandis que chez le muscle long, la secousse musculaire va être entre 90 et 120 millisecondes. Dans ce deuxième point, on va aborder la relation entre la fréquence et la tension. Ici, on parle de la fréquence des influx nerveux. La modulation ou bien la modification de la contraction se fait par le changement de la fréquence de stimulation. Pour obtenir une plus grande force de contraction, le système nerveux va augmenter la fréquence des influx nerveux dans les motoneurones. S'il y a une stimulation juste après le relâchement, si on stimule la fibre après une relaxation totale, la deuxième secousse va être identique à la première, comme on le voit sur ce schéma. Il y a une première contraction due à la première stimulation, et à la fin de la relâchement de la première contraction, il y a une deuxième stimulation. On va obtenir une deuxième contraction identique à la première. La stimulation avant le relâchement. Deux stimulations identiques dans un court terme va engendrer une deuxième contraction plus vigoureuse ou bien plus importante que la première. C'est ce qu'on appelle la sommation temporelle, comme on le voit ici. La première stimulation engendre la première contraction et la deuxième stimulation arrive juste avant le relâchement, ce qui va engendrer une secousse plus forte. Et encore. Et enfin, plusieurs stimulations consécutives. L'intensité constante du stimulus plus la fréquence accélérée jusqu'à atteindre la tension maximale, où il va y avoir une période de relâchement de plus en plus courte, une concentration de calcium qui va augmenter davantage, et la sommation va être plus importante. On va voir ça sur le schéma. Les stimulations sont courtement espacées. On a la première secousse, puis arrive la deuxième stimulation qui va augmenter cette secousse, et la troisième stimulation qui va diminuer le temps de relâchement, et que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrête les stimulations. Quand la fréquence des influx nerveux ou bien de la stimulation est très importante, et que la durée entre chaque influx nerveux est très courte, il va y avoir ce qu'on appelle un tétanos musculaire, la fusion de secousses musculaires jusqu'à atteindre une contraction maximale. C'est ce qu'on voit ici, il n'y a pas de période de relâchement. Il y a la première contraction qui est vigoureuse, elle atteint son maximum, et elle reste en plateau jusqu'à ce qu'on arrête la stimulation. Un tétanos musculaire intense et prolongé va engendrer une fatigue musculaire. La tension va retomber à une valeur nulle. La fatigue musculaire, c'est une incapacité de contraction musculaire même après une stimulation adéquate. Elle est principalement due à un manque relatif en ATP, donc un épuisement des stocks d'énergie, et une accumulation de l'acide lactique plus un déséquilibre ionique, qui va engendrer un déséquilibre dans l'environnement de la cellule musculaire. Dans ce troisième point, on va aborder la relation entre l'intensité des stimulus et la tension. On rappelle que le muscle est une somme d'unités motrices et que l'unité motrice va regrouper des fibres musculaires squelettiques de même type, c'est-à-dire des fibres musculaires de type 1, de type 2A ou 2B, comme on a vu tout à l'heure. Donc,
puisqu'il y a 3 types de fibres musculaires squelettiques, le muscle va regrouper 3 types d'unités motrices. On définit le recrutement musculaire comme étant le phénomène qui permet d'augmenter le nombre d'unités motrices actives. Comme les unités motrices possèdent des seuils différents, donc une forte stimulation va assurer l'excitation des fibres à seuil élevé aussi. Ce qui veut dire que plus l'intensité de la stimulation va être puissante, plus on va être sûr que toutes les unités motrices, y compris celles qui ont des seuils les plus élevés, vont être stimulées et excitées. Si l'intensité de la stimulation est grande, le recrutement musculaire va être d'autant plus grand, et donc la tension générée va être beaucoup plus forte. On parle ici d'une sommation spatiale, qui est le nombre d'unités motrices qui se contractent simultanément. Donc la tension totale du muscle va dépendre du nombre de fibres à contraction simultanée et de la tension générée par chaque fibre. La tension de la fibre en elle-même va dépendre du diamètre de cette dernière, selon le type, et de la longueur et de la fréquence des potentiels d'action. Dans ce quatrième point, on va aborder la relation entre la tension et la longueur. Il y a 2 types de tension. Au début, on va voir la tension active. Elle est développée lorsque le muscle est stimulé à une longueur donnée et génère une tension en fonction de cette longueur. On va expliquer ça en détail. On définit la longueur musculaire optimale, L0, qui correspond au maximum de force, P0, que le muscle peut développer dans des conditions isométriques. On a vu ça tout à l'heure. Ce qui implique un maximum de points d'union formés. Cette tension active dépend des éléments contractiles. À la longueur L0 est très proche de la longueur de repos du muscle, qui est de 2 micromètres. Si on stimule un muscle lors de son repos, il est logique qu'on obtienne une force maximale. Ses stocks d'ATP sont pleins. Comme on regarde sur le graphe, à la longueur L0, on va avoir un maximum de force générée. Lors d'un raccourcissement inférieur à 2 micromètres, les myofilaments vont se chevaucher de plus en plus et donc engendrer moins de probabilité de faire des ponts d'union, qui va impliquer que la force va diminuer. C'est la partie ascendante du graphe. Alors, plus la longueur du muscle va augmenter, plus il va y avoir un rapprochement et un chevauchement des myofilaments, et donc il y aura de moins en moins de possibilités de former des ponts d'union, et donc d'augmenter la force de contraction. Au point L0, tous les ponts d'union seront formés, il va y avoir un maximum de ponts d'union, ce qui fait qu'on ne pourra plus former de nouveaux ponts d'union et donc on ne pourra plus augmenter la puissance de cette contraction. Lors d'un allongement supérieur à 2 micromètres, il va y avoir moins de surface de chevauchement puisque les myofilaments vont s'éloigner et donc il va y avoir moins de ponts d'union. Et la force va devenir nulle vers 3,5 micromètres. C'est la partie descendante du graphe. On va voir qu'après L0, plus la longueur du muscle augmente, moins il va y avoir de chevauchement et donc de formation de ponts d'union, et moins la force, et donc plutôt plus la force va diminuer jusqu'à devenir nulle aux environs d'une longueur de 3,5 micromètres. Le deuxième type de tension, c'est la tension passive. Elle est développée dans un muscle non stimulé et soumis à un allongement tel que la longueur va être supérieure à la longueur optimale. Ici, cette tension passive dépend des éléments élastiques qui sont des titines disposés en parallèle. Les strisettes sont aussi des éléments élastiques mais disposés en série. La force va augmenter exponentiellement étant donné que le muscle est un élément viscoélastique et non pas purement élastique. C'est des notions qu'on va aborder dans la biophysique. Au-dessous de L0, le muscle va être raccourci et donc il ne va pas être allongé. C'est logique que la tension passive soit nulle. Au-dessus de L0, la force va augmenter en fonction de l'allongement jusqu'à un seuil maximal.
Au-delà de ce seuil, il va y avoir rupture du cytosquelette et donc déchirure du muscle. La tension totale, c'est la somme des deux courbes actives plus passives. En effet, la tension totale va varier en fonction de la longueur à laquelle le muscle est stimulé. La force est générée grâce à la composante contractile et ou élastique, selon la longueur du muscle. Sur ce graphe, on voit que pour une longueur inférieure à L0, la tension totale va être représentée uniquement par la tension active, étant donné que pour une longueur inférieure à L0, le muscle va être raccourci et donc il n'y aura pas de tension passive. Pour une longueur supérieure à L0, il y aura une diminution de la force, ou plutôt la tension active, et une augmentation de la tension passive. Et ici, la tension totale va être représentée par la somme de ces deux composantes. Pour une longueur supérieure à 3,5 micromètres qu'on a vu tout à l'heure, la tension active va être nulle, et donc la tension totale va être représentée uniquement par la tension passive. On en déduit que la force est plus importante lorsque la longueur du muscle est supérieure à L0. Bien sûr, il faut préciser que cette courbe est une courbe théorique qui est variable selon le type du muscle, car la quantité du tissu conjonctif, qui a un rôle dans la transmission de la contraction, varie en fonction de ce dernier. Dans ce cinquième point, on va aborder la relation entre la charge et la vitesse. Un objet léger va pouvoir être déplacé beaucoup plus rapidement par rapport à un objet lourd. On sait tout ça instinctivement, c'est logique. Ce graphe représente la vitesse de raccourcissement ou d'allongement du muscle par rapport à la charge. Pour une charge nulle, la vitesse de raccourcissement du muscle va être maximale. Cette vitesse va diminuer au fur et à mesure que la charge va augmenter, jusqu'à devenir nulle au moment où la charge va être égale à la tension isométrique maximale. Lorsque la charge va être supérieure à la tension isométrique maximale, la fibre va s'allonger et donc la vitesse d'allongement va être d'autant plus grande que la charge est grande. La vitesse de raccourcissement est déterminée par la charge et le type de la fibre. Dans cette huitième et dernière partie, on va parler de l'adaptation du muscle à l'exercice. Il existe deux types d'exercices. Le premier, c'est les exercices aérobiques ou bien exercices d'endurance. Il s'agit des exercices qui sollicitent plusieurs groupes de muscles et exigent un effort physique soutenu dans la durée, comme la natation, la course, la marche rapide et le cyclisme. Ces exercices vont engendrer une augmentation du nombre des capillaires autour de la fibre musculaire, ce qui va permettre une meilleure irrigation du muscle et donc faire parvenir tous les nutriments nécessaires à sa fonction, une augmentation du nombre des mitochondries et des réserves de myoglobine, ce qui va augmenter les réserves d'oxygène de la cellule et optimiser la respiration cellulaire. Ils engendrent aussi une augmentation du nombre de fibres oxydatives, que l'on a vu tout à l'heure, et aussi de la résistance à la fatigue. Donc, tous les éléments dont on a besoin pour faire une respiration cellulaire oxydative. Le deuxième type d'exercice, c'est les exercices anaérobiques. Ce sont les exercices qui impliquent un effort physique intense et bref, suivi de périodes de repos. Ce repos va permettre de régénérer les stocks d'énergie qui vont être épuisés rapidement lors de l'effort physique intense. Ce sont donc les exercices de musculation, les pompes, les abdominaux et les exercices avec des haltères. Ces exercices entraînent une augmentation du volume musculaire, qu'on appelle l'hypertrophie musculaire, une augmentation du nombre des myofilaments et des myofibrilles, c'est la synthèse des cellules musculaires, et des enzymes glycolytiques et du tissu conjonctif. Ces exercices entraînent aussi une diminution du nombre des mitochondries. Voilà, c'était la fin du cours, qui est aussi le dernier cours du chapitre de la physiologie musculaire. J'espère que toutes les notions ont été claires et que vous avez tout bien compris.
Je vous souhaite bon courage et j'espère vous retrouver une prochaine fois dans une prochaine séance de tutorat. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!